Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Shen Xin. La dynastie Song serait-elle la plus fascinante de Chine pour les Occidentaux? Mais pourquoi la dynastie Song? Sa prospérité? Son ouverture d'esprit? Une période de paix et de développement culturel? En réalité, la période de la dynastie Song était une époque assez particulière. Par rapport à la dynastie Han, la dynastie Song n'a pas connu de troubles civils. Comparée à la dynastie Tang, la dynastie Song était plus prospère sur le plan culturel. Face aux dynasties Ming et Qin, la dynastie Song était plus ouverte et plus pacifique. La civilisation de la dynastie Song a atteint un niveau sans précédent. Outre la fabrication du papier, les 3 autres des 4 grandes inventions de la Chine ancienne, la boussole, la poudre à canon et l'imprimerie à caractère mobile, sont toutes apparues sous la dynastie Song. De nombreux chercheurs ont découvert que, sous les dynasties Song et Yuan, le niveau scientifique de la Chine était à son apogée, si bien que la Chine était un leader par rapport au reste du monde à la même époque. Les mathématiques, l'astronomie, l'extraction des métaux, les techniques de construction navale et l'utilisation des armes à feu figurent parmi les meilleures au monde. Les empereurs de la dynastie Song ont traité les lettrés avec grand respect. Les lettrés vraiment difficiles à supporter étaient simplement exilés pendant un certain temps et, en cas de regret soudain de la part de l'empereur, ils étaient rappelés sur son ordre. Les lettrés se disputaient également entre eux, mais pas au point de se tuer. Lorsque Wang Anshi, le premier ministre, travaillait sur la réforme, Sima Guan, le secrétaire de l'empereur, s'est opposé à Wang au palais devant l'empereur, si bien que Wang Anshi l'a renvoyé à Luoyang. Une fois à Luoyang, Sima Guan se plongea dans ses travaux sur le Siji Tongjuan et, fatigué de les compiler, il écrivit une lettre ouverte pour réprimander Wang Anshi. Ayant lu cette lettre, Wang Anshi écrivit à son tour une lettre ouverte pour répondre à Sima Guan, et l'affaire était réglée. La dynastie Song a porté la culture du thé en Chine à son apogée, connue dans le monde entier sous le nom de l'âge d'or du dragon et du phénix. Dès l'établissement de la dynastie Song, la consommation de thé a été pratiquée au palais. Zhao Guanyin, l'empereur fondateur de la dynastie Song, était un grand amateur de thé, comme l'ont été tous les empereurs Song. En tant que fils du ciel, l'empereur Huizong a personnellement promu la promotion du thé de sorte que de nombreux hauts fonctionnaires adoraient boire du thé. Les lettrés et les érudits ont fait la promotion du thé à travers des poèmes, des chansons, des calligraphies et des peintures. Les gens de la ville ou de la campagne utilisaient le thé pour recevoir des invités, offrir des cadeaux et participer à des rituels. La pratique de la consommation de thé a marqué tous les aspects de la vie sociale des 2 dynasties Song. L'empereur Huizong des Song a rédigé personnellement le traité sur le thé, un compte-rendu détaillé du processus de production du thé, des ustensiles de thé et de l'art de préparer le thé sous la dynastie Song. Ce livre est un ouvrage important sur le thé, le seul au monde écrit par un empereur régnant. Le livre complet compte plus de 2000 mots et est divisé en 20 sections. Une introduction, puis des sections sur le sol, le climat, la cueillette, la fermentation, la fabrication, la dégustation, l'évaluation, la préparation, le stockage, les variétés de thé et bien d'autres. Ce livre est une source complète d'informations sur le thé et couvre tous les aspects de cette boisson, de la production à la dégustation. Une pratique importante de la culture du thé à la cour des Song était la cérémonie du thé de la cour, qui se déroulait lors de banquets du printemps et de l'automne. L'empereur offrait souvent du thé aux fonctionnaires, aux étudiants, aux moines, au peuple et aux envoyés Khitan de la dynastie Nord. Les fonctionnaires érudits et les lettrés
utilisait également la cérémonie du thé comme événement de rencontre. Lorsque les Song buvaient du thé en poudre, il était courant de faire des batailles de thé, c'est-à-dire de voir qui ferait les bulles de thé les plus denses et les plus blanches. Et un bol de thé très bien battu devait avoir l'effet de lait blanc flottant à la surface du bol, comme les étoiles clairsemées et la lune pâle. La couleur du thé était étroitement liée à la technique utilisée. Le blanc pur était la couleur la plus appréciée, suivi par le blanc verdâtre, le blanc grisâtre, tandis que le blanc jaunâtre et le rougeâtre étaient des couleurs moins appréciées. La peinture Song a marqué l'apogée du développement des techniques picturales chinoises, qu'aucune génération ultérieure n'a pu égaler. La dynastie Song est à l'origine de nombreuses créations importantes dans l'art de la peinture, notamment la peinture de figures, qui se concentre sur l'exploration de l'esprit des personnages et de diverses scènes captivantes, ainsi que sur la création de personnages dotés d'une personnalité unique. Les peintures de fleurs, d'oiseaux et les peintures de paysages de la dynastie Song recherchaient des effets de beauté et d'émotion et prêtaient attention aux expressions artistiques réalistes et ingénieuses, en s'efforçant de raffiner les images et d'atteindre un haut degré de réalisme. Les lettrés et les fonctionnaires érudits ont également contribué à l'épanouissement de l'art de la peinture, notamment en ce qui concerne l'expression subjective et de l'exploration des effets du pinceau et de l'encre. Compte tenu de la prospérité de la peinture dans l'ensemble de la société, la peinture à la cour s'est développée à un niveau élevé et ses réalisations artistiques sont remarquables. L'empereur Huizong était lui-même un artiste talentueux et polyvalent. Sous la dynastie Song, la collection et l'appréciation des peintures sont devenues populaires parmi les lettrés et les érudits de la classe supérieure, dont beaucoup étaient aussi peintres et utilisaient les peintures pour exprimer leurs sentiments de la même manière que la poésie. Ils inscrivaient des poèmes sur leurs peintures, ce qui a ouvert un nouveau chapitre de la calligraphie et des inscriptions picturales. Les peintures des lettrés et des érudits des deux dynasties Song étaient remarquables. Dans la vie traditionnelle chinoise, un réseau de lettrés et d'érudits s'est formé depuis longtemps, de sorte que la peinture lettrée et les idées de Su-Chi, entre autres, se sont rapidement répandues, influençant même les régions Liao et Jin, sous domination barbare, comme facteur précurseur du développement de la peinture lettrée des dynasties Yuan et Ming. Par rapport aux dynasties précédentes, la dynastie Song était plus indulgente à l'égard des marchands. Sous la dynastie Han, les marchands devaient porter des vêtements de couleur spéciale et n'avaient pas le droit de circuler dans des voitures couvertes. Sous la dynastie Tang, la loi Tang stipulait encore que les marchands n'avaient pas le droit de monter à cheval et que les marchandises ne pouvaient être échangées que sur le marché officiel. Sous la dynastie Song, ces règles ont disparu et les fils des marchands pouvaient passer des examens impériaux pour devenir fonctionnaires. De plus, le contrôle exercé par le gouvernement Song sur les marchés était complètement supprimé, ce qui a permis aux gens de faire du commerce sur le pas de leur porte. Tzu-Chi, un célèbre néo-confucianiste de la dynastie des Song du Sud, a un jour rappelé avec fierté que son grand-père maternel, Tzu Chue, était un homme d'affaires très riche qui dirigeait des établissements hôteliers et des commerces de détail à l'époque. Tzu-Chi croyait fermement au bouddhisme, tout en étant connu dans sa région pour la puissance de ses biens et de sa main-d'œuvre, mais aussi pour ses bonnes actions. Les hôtels dirigés par Tzu Chue occupaient près de la moitié du comté, d'où son surnom, le demi-comté. La presse était très développée sous la dynastie Song. La classe moyenne de la capitale possédait souvent 2 journaux à la maison. Un journal de la cour, officiel, qui était l'équivalent de la publication officielle actuelle, avec un ton très sérieux, et un journal privé de divertissement, qui publiait souvent des nouvelles que le journal de cour ne voulait pas ou n'osait pas rapporter. Les journaux privés de divertissement
ont vu le jour sous la dynastie des Song du Nord et ont prospéré sous la dynastie des Song du Sud, et leurs éditeurs étaient des fonctionnaires, des ambassadeurs, des fonctionnaires subalternes ou d'autres personnes. En tant que premiers journaux non officiels de la Chine ancienne, les journaux privés de divertissement de la dynastie Song n'avaient pas de nom fixe et ne provenaient pas d'un seul éditeur. Sa prospérité a percé le système des journaux officiels et il est indéniable qu'il occupe une place importante dans l'histoire du journalisme de la Chine ancienne. Pendant la dynastie Song, la taille des villes et la proportion de la population urbaine a dépassé celle de nombreuses dynasties précédentes et suivantes. Bianlian et Lin'an, les capitales des deux dynasties Song, auraient toutes deux compté 1 million d'habitants. En Europe à l'époque, la plus grande ville ne comptait que 150 000 habitants. Vous comprendrez maintenant pourquoi les Occidentaux sont fascinés par la dynastie des Song. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.